Le combat touche à sa fin, et le redoutable saint de l'épée, Godofrid, admet sa défaite avec dignité. Les spectateurs sont impressionnés, reconnaissant la supériorité du vainqueur. Même Bisaka n'a pas pu tenir plus de 5 rounds face à un adversaire aussi puissant. Le stagiaire de la garde de la portait, il semble détendu malgré la tension ambiante. Rui, membre de l'unité 11 de la garde de la portait, évoque l'apparition fréquente de mystérieuses escouades, signe que la guerre approche. Les spectateurs sont impressionnés par la défaite de Bisaka, soulignant l'écart de niveau avec ce nouvel adversaire. Des rumeurs inquiétantes circulent sur des escouades mystérieuses capables d'utiliser une magie ancienne, pourtant censée avoir disparu depuis des siècles. Certains évoquent même des morts étranges qui ressemblent à des actes magiques, laissant planer le doute sur une malédiction ou autre phénomène inexpliqué. Notre héros reste intrigué, conscient que ces Night Dwellers représentent une menace bien réelle. Fuku Talian, membre de la garde centrale de l'Est, est surpris et honoré de recevoir une demande directe du capitaine de la garde royale. Malgré son humilité, il ne peut cacher sa fierté face à cette requête. Les autres gardes louent son parcours exemplaire, le considérant comme une source d'inspiration et un instructeur d'exception pour l'épée du prince héritier. L'un des personnages se moque gentiment du héros en exagérant son expression et en l'appelant « saint de l'épée ». Avec enthousiasme, le protagoniste, gêné, lui demande d'arrêter de le copier. Une atmosphère de camaraderie légère et joyeuse s'installe entre eux. Malgré les taquineries, notre héros reste mal à l'aise face à l'exagération de son camarade, qui l'appelle « saint de l'épée ». Ce dernier insiste pour attirer son attention, tandis que les autres observent la scène avec amusement. Un homme mystérieux intervient soudain, invitant les deux à le regarder. Le héros, surpris et paniqué, s'exclame en apprenant qu'il doit être redressé par le « saint de l'épée ». Un supérieur intervient, expliquant que former même le membre le plus bas du groupe renforcera toute l'équipe. Malgré ses doutes, notre protagoniste accepte à contre-cœur cette responsabilité, tandis que les autres observent la scène avec une certaine tension. Le protagoniste, courbé et tremblant, peine à tenir son épée, visiblement épuisé et faible. Son supérieur l'observe avec une certaine déception, soulignant l'état de négligence dans lequel il se trouve. La tension monte alors que la faiblesse du héros devient évidente. Malgré son apparente faiblesse, le héros affiche un sourire forcé et tente de rassurer son adversaire en lui demandant d'y aller doucement. Son supérieur, sceptique, se demande comment une personne comme lui a pu être acceptée. Le combat commence enfin, le protagoniste s'élançant avec détermination malgré la pression. L'adversaire attaque avec une force brutale, balayant l'air d'un coup puissant. Notre héros, surpris, ne parvient pas à esquiver à temps. La tension monte d'un cran alors que la menace devient imminente. Le protagoniste, surpris, fixe l'attaque qui fonce droit sur lui, son regard trahissant la stupeur. Son adversaire, déterminé et prêt à frapper, brandit son arme avec force, prêt à porter le coup décisif. La tension atteint son paroxysme dans ce face-à-face explosif. Le héros est projeté au sol, abandonnant son arme, sous les rires moqueurs de ses camarades. Complètement désorienté, il s'inquiète déjà de qui viendra le ramener au quartier. Face à cette situation, son supérieur soupire, contraint de demander de l'aide à Rui pour le relever. Le supérieur, intrigué, se demande si le protagoniste cache réellement son vrai potentiel malgré sa silhouette frêle. Il reconnaît qu'il a su esquiver ses attaques en analysant son style d'escrime, mais doute de sa force réelle. Pendant ce temps, le héros s'excuse humblement, conscient d'avoir pu offenser son interlocuteur. Alors que les pays voisins s'enlisent dans la guerre, le petit état de Froinveil choisit de rester neutre. Sa capitale, Santogan, est une cité fortifiée au cœur de ce fragile équilibre. Sur le flanc est, la garde de la porte orientale veille, où se trouve justement ce jeune garçon encore en formation. Nisha s'inquiète en voyant son grand frère vaciller et lui demande ce qui ne va pas. Rui, un peu gêné, explique qu'il a juste perdu l'équilibre. Nisha s'excuse pour les ennuis que son frère lui cause, tandis que Rui taquine la jeune fille en lui demandant la permission de l'épouser, provoquant la surprise de Nisha. Nisha s'excuse pour tous les ennuis causés, tandis que Rui plaisante en disant qu'elle devrait l'emmener avec elle. La jeune fille décrit son frère comme un véritable désordre ambulant. Il ne se lève que si elle le tire du lit, ses vêtements traînent partout et ses cheveux sont toujours en bataille. Elle conclut avec humour que s'occuper de lui, c'est comme s'entraîner à devenir une épouse, ce qu'elle trouve vraiment pathétique. Rui se moque ouvertement de lui-même, se qualifiant de parasite qui traîne son épée sans respect. Au grand désarroi de Nisha, cette dernière s'inquiète de devoir continuer à s'occuper de lui, tandis qu'un autre personnage la taquine sur sa patience. Rui annonce qu'il doit partir pour sa ronde de nuit, laissant Nisha avec un soupir d'exaspération.
Rui taquine Nisha en lui rappelant qu'elle devrait raccompagner quelqu'un qui fait tout pour elle. Ce dernier proteste vivement, refusant d'être comparé à un chat. En chemin, il explique qu'il travaille dur pour aider leur mère, malgré les remarques de son frère qui le trouve trop sérieux. Rui insiste qu'il veut simplement rendre leur mère heureuse, tandis que son frère se moque gentiment de son attitude. Un personnage lance une remarque taquine en le traitant d'homme de famille, mais précise qu'il ne le soutiendra pas. Une réaction vive et surprise suit immédiatement. Pendant ce temps, Rui reçoit des encouragements pour sa ronde nocturne, tandis qu'il promet de régler une affaire plus tard. La nuit enveloppe les rues désertes, où l'atmosphère devient oppressante et inquiétante. Notre héros avance prudemment, conscient des dangers qui rôdent, comme le loup argenté et qui fiche ses victimes de froid ou le démon à un coude qui découpe ses proies. Il avoue qu'il ne s'aventurerait pas dehors sans sa mission. Dans la nuit silencieuse, une conversation s'engage sur un bar du quartier rouge, où la nouvelle serveuse fait beaucoup parler d'elle. L'atmosphère est légère, presque décalée face aux dangers qui rôdent, mais une réaction soudaine vient troubler ce moment. Le protagoniste se fiche soudain, une lueur d'alerte dans le regard. Essoufflé, il se demande avec inquiétude s'il fait face à un tueur. L'atmosphère devient encore plus lourde, comme si un danger imminent se dessinait dans l'ombre. Un homme imposant, surnommé le Saint de l'épée, apparaît soudainement et interpelle les gardes du portail. Il explique qu'il patrouille à cette heure tardive, motivé par les récents meurtres, refusant de rester passif face au danger. Son attitude déterminée contraste avec la tension ambiante. Le Saint de l'épée propose de rejoindre la patrouille, ce qui laisse notre héros un peu exaspéré. Malgré lui, il se retrouve à escorter cet homme imposant dans les rues sombres. Curieux, il lui demande comment il est devenu aussi fort, tandis que la tension entre eux reste palpable. Le protagoniste, surpris, demande au Saint de l'épée s'il aussi a déjà rencontré des limites dans son entraînement. Ce dernier confirme calmement que, peu importe l'effort, on finit toujours par se heurter à un mur. Quand notre héros l'interroge sur la manière de surmonter cet obstacle, l'homme répond simplement « Il faut abattre ses ennemis ». Notre héros, surpris, se fait attaquer soudainement et reçoit une entaille. L'agresseur insiste, il faut simplement continuer à trancher, encore et encore, sans hésitation. Face à cette violence brutale, le protagoniste est contraint de fuir dans l'obscurité. Le Saint de l'épée affirme que pour devenir plus fort, il faut ressentir ce que c'est que de tuer réellement quelqu'un. Il se réjouit en expliquant que notre héros est devenu un tremplin pour sa propre progression. Le protagoniste, blessé et saignant, tous en repensant à un souvenir douloureux avec sa mère, marqué par la solitude qu'il ressent. Le Saint de l'épée s'éloigne lentement, laissant derrière lui plusieurs corps inanimés et une traînée de sang. Des supplications désespérées résonnent faiblement dans l'air, tandis que le silence pesant envahit la scène. Le protagoniste, le visage marqué par la douleur, semble soudainement frappé par une révélation ou une intense émotion. Essoufflé et encore sous le choc, le protagoniste ouvre précipitamment une porte et sort dans le couloir. Il observe, stupéfait, les corps étendus au sol, témoin silencieux de la violence récente. Son regard se fixe alors sur la scène macabre qui s'étend devant lui, tandis qu'il peine à reprendre son souffle. Le protagoniste réalise qu'il s'agit d'un démon slasher, différent de celui qui a tué son père. Un homme plus âgé confirme que c'est bien le même type de slasher qu'ils ont vu récemment, reconnaissable à la manière de manier son épée. Le héros comprend alors que la femme blessée devant lui est la mère de Louis. La mère de Louis, affaiblie mais déterminée, supplie son fils de rester fort et promet qu'ils attraperont les coupables. Elle exprime son incompréhension et sa douleur face à la situation, incapable de concevoir qui pourrait commettre un tel acte. Dans un élan de rage et de désespoir, elle ordonne de tuer les responsables immédiatement, refusant que la simple capture suffise. La mère de Louis, animée par une colère dévastatrice, ordonne de faire souffrir de la même manière celui qui a tué son fils. Elle exige que les Night Dwellers soient appelés, insistant pour que la vengeance soit encore plus cruelle que la simple capture. Son désir de justice implacable résonne avec une intensité douloureuse. Dans la rue animée, une femme blessée demande désespérément que les Night Dwellers soient appelés. En larmes, elle se demande pourquoi une telle tragédie a dû arriver. Son chagrin palpable, faiblissant, elle s'appuie contre un mur, luttant pour rester debout. Un jeune garçon mystérieux indique à la femme blessée une ruelle où elle trouvera ce qu'elle cherche. Cette dernière, intriguée et méfiante, se demande qui il est et ce qu'il vient de dire, son regard trahissant une profonde confusion. Elle reste figée, tentant de comprendre l'étrangeté de cet enfant. Le protagoniste cherche désespérément un indice, un rideau orné d'une épée, mais ne trouve rien. La réalité la frappe brutalement. Les Night Dwellers semblent avoir disparu. Accablée par cette révélation, elle se couvre le visage,
submergée par le désespoir. Un long rideau cramoisi se déploie devant elle, projetant une ombre inquiétante sous la lumière du soleil couchant, son regard se fige, captivé par cette silhouette obscure qui dessine la forme d'une épée. Le protagoniste, bouleversé, murmure avec stupeur la présence de cette ombre mystérieuse. Quelqu'un lui a un jour raconté une légende urbaine mystérieuse, sous un rideau cramoisi orné d'une épée noire, il faut offrir un prix et prononcer une phrase secrète pour invoquer un souhait meurtrier. Le protagoniste, tremblant, s'apprête à révéler cette phrase qui permettrait de se connecter à une force inconnue. Une voix sombre répond enfin, prête à exaucer un vœu. Tremblante, une femme supplie de venger la mort de son fils en éliminant le démon tueur, le slasher démon. Le poids de cette demande lourde de haine emplit l'atmosphère. La femme, les larmes aux yeux, confie que l'argent qu'elle a économisé était destiné au mariage de son fils. Elle accepte sans hésiter toutes les conséquences, prête à tout sacrifier pour obtenir vengeance. Sa détermination résonne dans l'air, elle veut que ce démon soit puni, coûte que coûte. Le mystérieux personnage encapuchonné rappelle que la vengeance ne ramènera jamais les morts. Le protagoniste, surnommé « Chat Rouge », souligne que certains ont besoin de cette justice pour tourner la page. Une décision importante se prépare. À qui confier cette mission périlleuse? Le mystérieux encapuchonné refuse que quelqu'un d'autre prenne cette mission, la considérant comme la sienne. Il reproche à l'autre personnage de mélanger sentiments personnels et travail, ce qu'il juge peu honorable. Finalement, il accepte de laisser cette affaire entre ses mains, prêt à s'en charger lui-même. Un assassin de classe S, redouté sous le nom de Night Dweller, fait son apparition. Réputé comme le pire de tous, il incarne une menace terrifiante dans l'ombre. Son aura sombre et déterminée ne laisse aucun doute sur sa dangerosité. La tension monte parmi les soldats, certains refusant d'attendre plus longtemps face aux démons. Un homme rappelle que perdre plus de soldats serait catastrophique, surtout que le commandant a déjà demandé du renfort. Malgré cela, plusieurs restent convaincus que leur nombre suffit pour vaincre la menace, refusant de reculer. Alors que notre héros tente de quitter les lieux pour se reposer, un groupe de soldats l'interpelle, lui reprochant son départ. Il lui rappelle avec colère les pertes qu'ils ont déjà subies et l'importance de rester unis face au danger. Le protagoniste semble hésiter, pris entre son besoin de repos et la gravité de la situation. Le protagoniste rappelle froidement que lorsqu'on est mort, c'est fini, et que les soldats tombés ne reviendront pas. Il critique ceux qui veulent encore agir maintenant, les accusant de chercher seulement leur propre satisfaction, puis, avec un sourire, il annonce qu'il s'en va. Le protagoniste s'éloigne, malgré les cris d'indignation et les insultes des soldats qui le jugent inutile et sans cœur. Il les traite d'idiots, rappelant froidement que la mort signifie la fin de tout. Avec un sourire, il réaffirme sa conviction que persister dans le combat ne ramènera personne. Le regard du protagoniste se fait sombre et intense, reflétant une obscurité profonde. Il s'adresse à Ryui, annonçant que désormais, il ne cherche plus qu'à satisfaire ses propres désirs. Cette révélation marque un tournant dans sa détermination et son état d'esprit. La nuit approche rapidement et les habitants se préparent à se mettre à l'abri. On les voit fermer les portes, éteindre les lumières et se dépêcher de rentrer dans leur maison. Comme pour se protéger d'un danger imminent, l'atmosphère devient lourde, marquée par une tension palpable. La nuit tombe sur le village, enveloppant les maisons d'une obscurité profonde. Dans ce silence inquiétant, une voix murmure que c'est le moment des créatures de l'ombre. Quand la peur règne en maître, l'atmosphère devient oppressante, annonçant un danger imminent. La nuit enveloppe le village d'un silence inquiétant, tandis qu'un homme en cape arpente les rues désertes. Il remarque que personne n'ose sortir à cette heure, et se remémore comment les 3 soldats croisés récemment n'ont même pas tenté de se défendre. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que les chevaliers ne soient envoyés pour l'arrêter, car la réputation du « démon à l'unique frappe » a déjà atteint le château royal. Le protagoniste a consacré sa vie à maîtriser l'art de l'épée, s'entraînant sans relâche pendant des heures. Malgré ses efforts, il a essuyé de nombreuses défaites face à un adversaire bien plus fort. Pourtant, il sent qu'il existe un niveau supérieur à atteindre, et s'interroge sur ce que pourrait lui apporter des milliers de combats d'entraînement supplémentaires. Le protagoniste affirme son désir d'atteindre un niveau supérieur, quel qu'en soit le prix. Il se souvient que son premier combat de rue fut chaotique, marqué par l'ivresse et la colère. Depuis, il a affûté ses compétences sans relâche, accumulant les victoires sanglantes. Les combats mortels contre les chevaliers doivent le mener vers de nouveaux sommets. Plusieurs personnes, dont Sik, le chef de la garde des chevaliers, se rapprochent de lui. Pourtant, les choses ne se passent pas comme prévu, et il ne cherche même pas à se venger, ce qui est jugé profondément regrettable.
Un homme en cape remarque la présence d'une personne seule dans la rue et la juge imprudente. Notre héros, visiblement fatigué, avance en titubant, tenant une lanterne et une épée. L'homme exprime enfin sa curiosité à propos de ce garçon, le trouvant parfait pour ses desseins. Notre héros est reconnu comme le saint de l'épée par un garde qui le croise dans la rue. Ce dernier, épuisé, se plaint du peu de reconnaissance accordée à son rang modeste et de la difficulté de son travail. Le protagoniste ressent un étrange frisson en repensant à l'évitement de son attaque, remarquant dans le regard de son adversaire une froideur digne de quelqu'un qui a déjà tué. L'homme en cape rappelle que même le saint de l'épée doit rester vigilant, car cette zone est dangereuse. Le garde, d'un air sérieux, insiste sur l'importance de ne jamais baisser la garde. Sur ces mots, l'homme en cape salue poliment avant de partir. Le garde insiste avec fermeté sur la nécessité de rester constamment vigilant, rappelant à notre héros de ne jamais baisser sa garde. Son regard déterminé souligne le danger omniprésent dans cette zone. Le protagoniste, marqué par ces paroles, semble profondément affecté. Le protagoniste, surpris, interrompt son discours en posant une question. Le garde, impassible, répond d'un simple « HM », montrant qu'il attend une explication ou une confirmation. Soudain, le garde est frappé violemment, surpris et terrifié par l'attaque inattendue. Notre héros, impassible, s'éloigne calmement, laissant derrière lui une scène de chaos. Le sang coule de la main blessée du garde, accentuant la gravité de la situation. Le garde, blessé et à terre, refuse d'admettre qu'il a été pris par surprise, jurant qu'il n'y avait personne derrière lui. Son agresseur lui rappelle froidement qu'il aurait dû rester vigilant, soulignant l'ironie de ses propres paroles. Malgré sa douleur, le protagoniste réalise que pour lui, ce combat ne sera qu'un corps de plus sur la liste. Le protagoniste défie son adversaire en lui rappelant qu'il n'est pas le seul monstre dans cette ruelle. Le garde, choqué et à bout de souffle, peine à croire qu'il puisse être vaincu. Dans un dernier souffle, il tente de comprendre qui se tient devant lui, tandis que le héros reste calme, son épée toujours en main. Le protagoniste, debout dans la ruelle, explique que peu importe la force ou l'habileté à l'épée, cela ne change rien face à une malédiction qui transforme certains en monstres aux pouvoirs inhumains. Cette malédiction ronge lentement leur corps, les condamnant malgré leur capacité. Le protagoniste révèle calmement leur véritable identité. Ils sont les Night Dwellers, ce groupe d'assassins méconnus. Ils rejettent l'idée que ce ne soit qu'une simple légende pour les faibles, affirmant avec assurance leur existence et leur nature. Le protagoniste, déterminé, pointe un objet vers son adversaire à terre, annonçant qu'il compte lui retirer ce qui lui est le plus précieux. Dans l'ombre de la ruelle, il affirme avec froideur son intention de frapper là où ça fait le plus mal. Le protagoniste souligne l'importance de l'honneur et du surnom chez les épéistes, avant de révéler que la blessure dans le dos de son adversaire correspond clairement à la technique redoutée du démon à une seule entaille. Le visage de l'homme trahit la surprise et l'incompréhension face à cette accusation. Le protagoniste menace son adversaire à terre en lui rappelant que si l'on découvre que le saint de l'épée a été blessé dans le dos en fuyant, sa réputation sera irrémédiablement détruite. La pression monte alors que le regard de l'homme trahit son inquiétude face à cette vérité implacable. Le protagoniste affirme qu'il est le témoin de cette scène. Il rappelle que le surnom de démon à une seule entaille restera gravé dans les mémoires, car celui qui l'a porté a vaincu le saint de l'épée avant de disparaître sans laisser de traces. L'homme blessé, en sueur et sous pression, réalise l'ampleur de cette vérité implacable. Le protagoniste impose à son adversaire de porter à jamais ce nom souillé, le condamnant à une fin infernale. Son regard froid et déterminé scelle le destin de l'homme à terre, sans aucune pitié. Quelques jours plus tard, le protagoniste revient sur les lieux du combat. Dans une ruelle sombre, le corps sans vie de son adversaire gît au sol, marquant la fin tragique de leur affrontement. Quelques jours après l'affrontement, une femme replie doucement une chemise en se remémorant les événements. Elle évoque le silence qui a suivi la demande du tueur en série aux habitants de la nuit. Supposant que la vengeance a été rendue, un sentiment de tristesse l'envahit tandis qu'elle murmure le nom de Riwi. La femme annonce qu'elle ne peut plus rester aux casernes sans son fils dans la garde. Le protagoniste, surpris, propose de l'accompagner et de porter ses bagages, qu'il trouve étonnamment lourds. Malgré sa maladresse, il refuse de montrer sa faiblesse et insiste pour l'aider. Le protagoniste aide la femme à charger ses bagages dans une charrette. Malgré leur poids surprenant, autour d'eux, la vie continue, animée par les allées et venues des habitants. La femme, surprise, se retourne vers lui, intriguée par son geste. Le protagoniste tend un sac à la femme, qui le regarde avec surprise. Il lui rappelle que Riwi voulait avant tout son bonheur. Un souvenir douloureux refait surface, évoquant un paiement fait aux habitants de la nuit. Le protagoniste,
avec un léger sourire, affirme que si elle n'est pas heureuse, Ryui ne pourra pas reposer en paix. La femme, bouleversée, reste sans voix face à cette vérité. Le départ est imminent, et le protagoniste encourage la femme à monter à bord de la charrette. Alors qu'elle hésite, il lui lance un dernier « Prends soin de toi », avec un sourire rassurant. La charrette s'éloigne lentement, laissant derrière elle la foule qui continue son activité quotidienne. À l'intérieur, une atmosphère légère s'installe alors que des rires s'élèvent doucement. Notre héros, apaisé, esquisse un sourire tendre en observant la scène. Une douce complicité semble naître, marquant un moment de répit dans leur périple. Alors que la nuit s'installe, une nouvelle rencontre inattendue vient troubler la quiétude. Une femme au sourire espiègle taquine notre héros, lui conseillant de ne pas s'emballer pour un simple baiser. L'atmosphère devient soudainement plus électrique, annonçant un tournant dans leur aventure nocturne. Le printemps s'installe doucement aux abords de la Portaie, alors que les autres s'activent. Notre héros savoure un moment de repos bien mérité sous un arbre, incapable de renoncer à cette pause. La patrouille du jour touche à sa fin et le capitaine ordonne à ses hommes de ranger leurs affaires pour rentrer. Un soldat l'informe alors que, il, n'est pas parmi eux, ce qui surprend vivement le capitaine. Le capitaine, surpris, demande d'une voix forte où est passé notre héros, qui n'est pas avec le reste de la patrouille. Ce dernier, encore étourdi, réalise qu'il s'est endormi sous l'arbre et a perdu le groupe. La tension monte alors que la possibilité d'une guerre imminente plane. Deux pays voisins, Mirabel et Gore, ont demandé des renforts, et notre héros risque d'être envoyé en première ligne. Malgré ses responsabilités familiales, il doit rester vigilant, car son comportement influence le moral de toute l'équipe. Notre héros trébuche soudainement, surpris par une présence inattendue. Il réalise alors qu'il est observé par une silhouette étrange, ce qui le met mal à l'aise. La tension monte tandis qu'il tente de comprendre qui sont ces mystérieux Night Dwellers. Le capitaine est interpellé par un passant qui remarque ces hommes et s'inquiète de ces heures supplémentaires. Avec un sourire, le capitaine explique qu'il était simplement en train de sermonner notre héros. Visiblement embarrassé, une femme du quartier observe la scène en soupirant, conseillant au jeune homme de ne pas causer trop de soucis au capitaine. Notre héros est à bout, épuisé par les réprimandes incessantes du capitaine qui durent depuis une demi-heure. Il sent que ses oreilles et sa gorge vont lâcher s'il doit encore encaisser des critiques ou des coups. Avant que le capitaine ne reprenne son harcèlement, une femme s'empresse d'intervenir, cherchant désespérément un nouveau sujet pour détourner son attention. Pour détourner l'attention du capitaine, notre héros engage la conversation en demandant des nouvelles de Mei, la fille du capitaine. Ce dernier, surpris, se souvient alors de sa fille et affiche une expression sérieuse. Profitant de ce changement de sujet, le protagoniste remarque l'épée unique du capitaine et cherche à en savoir plus. Le capitaine explique que cette épée a été forgée par Ward, un forgeron qu'il connaissait avant que notre héros ne rejoigne les gardes. Ce dernier a découvert une nouvelle méthode pour affiner l'acier, donnant naissance à un acier vert foncé unique, qu'il a nommé ainsi. Notre héros s'interroge sur cette nouvelle qualité d'acier, intrigué par ses propriétés. Le capitaine explique que l'acier de son épée est 2 fois plus dur que l'acier ordinaire, conserve un tranchant exceptionnel et ne s'ébrèche presque jamais. Il exprime son souhait de pouvoir équiper tous les gardes avec cette arme, ce qui réduirait considérablement les pertes et les problèmes. Notre héros remarque alors avec un sourire que le capitaine reste aussi passionné qu'avant. Le capitaine révèle que le forgeron est mort sans avoir transmis le secret de fabrication de l'acier vert foncé, ce qui rend cette matière quasiment inestimable. Intrigué, notre héros s'interroge sur les circonstances de sa mort, tandis que le capitaine suggère qu'elle pourrait être liée aux créatures nocturnes, les Night Dwellers. Le capitaine raconte que le forgeron est mort dans son atelier, 7 jours après lui avoir remis l'épée. Il précise que, lorsqu'il travaillait sur l'acier vert foncé, il verrouillait toutes les portes et fenêtres pour empêcher quiconque d'entrer. Une nuit, il ne sortit pas de son atelier, ce qui poussa sa fille et son apprenti à enfoncer la porte, suspectant un problème. Ils ont retrouvé le forgeron mort, étendu au sol dans son atelier verrouillé. Aucun intrus n'a pu entrer, ce qui laisse penser à un accident ou une maladie soudaine. Pourtant, un objet fin, semblable à une aiguille, avait été planté dans sa nuque, ce qui rend la cause de sa mort mystérieuse. Le capitaine explique que la mort étrange du forgeron est souvent attribuée aux Night Dwellers, surtout dans le cas de corps mystérieux. Il évoque aussi la possibilité que le secret de la fabrication des épées en acier vert foncé ait été transmis, bien que cela semble peu probable vu le caractère secret du forgeron. Soudain, une voix appelle à l'aide dans une ruelle voisine, interrompant la conversation. Une femme élégante, accompagnée d'hommes au comportement menaçant, s'avance dans une ruelle, attirant immédiatement l'attention.
le protagoniste presque des ennuis arrive, les hommes lancent un avertissement clair, ils ne sont pas là pour faire un simple spectacle. La femme réclame l'aide des gardes, se présentant comme une jeune dame en détresse, tandis qu'un homme rétorque qu'elle n'est pas si jeune. Dans une ruelle voisine, quelqu'un remarque la présence de M. Baudouin, ce dernier interpelle discrètement une autre personne, évoquant ses affaires douteuses. Le protagoniste tente de calmer la situation en expliquant qu'ils sont là uniquement pour discuter d'une dette, mais la femme, visiblement stressée, proteste de ne pas pouvoir parler entourée de ces hommes intimidants. Malgré ses supplications, la tension monte rapidement, et un des hommes s'apprête soudainement à frapper, surprenant tout le monde. Les hommes réalisent que la véritable débitrice est en fait la jeune fille cachée derrière la femme bruyante qui vient d'intervenir. Cette révélation met leurs hommes sur le qui-vive, prêts à agir. Finalement, sur ordre, ils décident de se retirer pour l'instant, mais la tension reste palpable. Le protagoniste, malgré sa petite taille, se fait réprimander par un homme imposant pour avoir fui par peur alors qu'il est censé être un garde. Une voix enthousiaste le défend en vantant ses capacités à gérer les voyous. Plus tard, l'homme massif s'assure que le protagoniste n'est pas blessé. La jeune femme réagit vivement à la remarque condescendante, refusant d'être sous-estimée parce qu'elle est danseuse. L'homme lui reproche de trop s'emporter, la comparant à un chien enragé. Malgré la tension, elle s'excuse timidement et assure qu'aucun d'eux n'a été blessé, ce qui semble soulager son interlocuteur. La jeune femme se présente avec assurance comme Lim Lim, une danseuse itinérante. L'homme massif, surpris, apprend également que l'autre fille présente s'appelle Chaya. Leur identité est désormais claire, ce qui pourrait changer la dynamique entre eux. L'homme massif découvre que la jeune fille connaît bien l'un des gardes, le forgeron Ward, ce qui explique leur lien. Elle confie qu'elle accompagnait parfois son père à la station, ce qui éclaire leur passé commun. Malgré cette révélation, une remarque taquine sur leur intelligence fait réagir le protagoniste avec un léger malaise, ajoutant une touche d'humour à la situation. La jeune femme remercie chaleureusement le protagoniste pour son aide, qui répond avec un geste décontracté, minimisant l'importance de son intervention. Alors qu'elle s'éloigne, un détail capte soudain l'attention du héros, provoquant chez lui une légère surprise. Le protagoniste est surpris par la beauté de la jeune fille, ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux d'une autre femme qui le réprimande vivement. Pris au dépourvu, il tente de se justifier maladroitement, tandis que la tension entre eux ajoute une touche d'humour à la scène. La jeune fille avoue qu'elle ignorait tout de la dette que son père avait laissée derrière lui. Elle explique que des créanciers sont venus réclamer cet argent au bar où elle travaille comme serveuse depuis le décès de son père. Malgré l'ambiance du lieu, elle précise qu'il s'agit simplement d'un petit endroit où les gens viennent boire, et qu'elle y loue aussi un espace pour danser parfois. La jeune fille avoue qu'elle n'a jamais été informée de cette dette par son père et qu'elle ne possède aucun argent pour rembourser les créanciers. Le héros comprend qu'il serait lui aussi dans l'ignorance si sa propre famille venait à disparaître soudainement. Cette pensée le plonge dans une réflexion profonde et mélancolique. Le héros apprend que son père travaillait sur un acier vert foncé très précieux, capable de rapporter beaucoup d'argent à la guilde des forgerons. Une femme met en garde contre Snake Hiruruku, un homme dangereux et tenace qui ne lâchera pas l'affaire facilement. La jeune fille révèle que son père gardait son secret bien caché, même à sa famille, et qu'il plaisantait seulement sur le fait de transmettre sa méthode à son petit frère plus tard. Le héros est surpris lorsqu'on lui demande de protéger la jeune fille à partir de demain. Il refuse catégoriquement, craignant une nouvelle attaque. Malgré ses protestations, on lui assure que c'est la seule façon pour lui de changer et de progresser. Une autre personne doute cependant de sa capacité à assumer cette responsabilité. Le héros refuse catégoriquement la mission, insistant sur son besoin de s'entraîner. Face à son insistance, on le menace de le forcer à suivre un entraînement intensif sans relâche s'il refuse. Acculé, il crie son désespoir, dénonçant un abus d'autorité. Le protagoniste apprend que son grand frère va passer tout son temps avec une belle jeune fille nommée Chaya. En réponse, il essaie de minimiser la situation en expliquant qu'il est simplement son garde. La jeune fille, quant à elle, le défie en lui demandant qui, selon lui, est la plus mignonne entre elle et Chaya. La jeune fille insiste pour savoir qui, selon lui, est la plus mignonne, et il répond en la complimentant avec enthousiasme. Sa mère intervient alors, trouvant ses propos encore plus suspects et rappelant que Chaya a aussi le droit de choisir. Elle ajoute que, si on y regarde de plus près, le frère est plutôt mignon, ce qui laisse notre héros sans voix. La mère critique sévèrement le grand frère, le qualifiant de sournois, méchant et au regard trouble, ce qui laisse notre héros sans voix. Elle se demande ensuite de qui la jeune fille a bien pu hériter son caractère, excluant leurs parents. Face à cette remarque, elle invite sa fille à ne pas être trop dure,
tout en minimisant la situation. La mère rappelle que le grand frère a été adopté par la famille et qu'il en est conscient. Elle cite leur père, qui disait souvent que s'ils restaient unis, ils pourraient devenir une vraie famille un jour. Le protagoniste, visiblement troublé, pense que leur père disait parfois des choses inutiles. Une âme solitaire semble isolée au sein de cette famille. Le silence et l'atmosphère pesante renforcent ce sentiment de solitude malgré les liens familiaux. Le protagoniste reste pensif, questionnant la véritable nature de ce qu'est une famille. Le protagoniste arrive dans le quartier des artisans, scrutant une carte qu'il juge peu claire. Il cherche avec insistance un endroit précis, espérant le trouver rapidement. Soudain, quelque chose attire son attention au loin. Le protagoniste interpelle un homme pour lui demander s'il connaît un endroit appelé Howard Workshop. Celui-ci lui confirme que c'est bien ici, ce qui surprend notre héros, car il pensait que Red Cat était une femme. Intrigué, il se demande s'il ne fait pas face à un sosie avant que l'homme ne s'enfuit brusquement, le laissant perplexe. Une jeune femme accueille chaleureusement le protagoniste en le remerciant d'être leur garde du corps. Ce dernier plaisante maladroitement sur sa force, ce qui déclenche une réaction amusée de la jeune femme, qui menace de le dénoncer à M. Baudouin. Malgré son humour, il semble un peu perdu face à la conversation. Le protagoniste découvre enfin l'endroit. Impressionné par le lieu, la jeune femme lui explique cependant qu'il ne leur appartiendra plus dans un mois, ce qui intrigue notre héros. Elle confirme cette information avec assurance. La jeune femme confie qu'avec son salaire, elle ne peut pas entretenir le manoir et espérait garder l'argent de la vente pour aider son petit frère à démarrer comme orfèvre. Elle explique cependant qu'ils devront utiliser cette somme pour rembourser leurs dettes. Le protagoniste apprend qu'un ancien apprenti de son père, qui vivait ici, travaille désormais ailleurs depuis le décès de ce dernier, ce qui le trouble. Enfin, il évoque un message reçu de M. Torque, qui a trouvé un acheteur pour le manoir, ce qui soulève des questions sur la pression qu'elle subit. Le protagoniste remarque la taille impressionnante du manoir et estime qu'il y a environ 5 ou 6 pièces. La jeune femme lui explique que, bien que cela semble être le cas, tout le rez-de-chaussée était en réalité l'atelier de son père. Elle le taquine ensuite en évoquant la protection qu'elle compte exercer sur lui, au nom de Chaya. Le protagoniste suit la jeune femme à l'intérieur du manoir. Intrigué par ce qu'il découvre, il s'arrête devant une pièce sombre qui révèle l'ancien atelier de son père, avec ses outils et son foyer de forge. La réalité de cet espace contraste avec l'apparence extérieure du manoir. La jeune femme monte les escaliers, son pas léger attirant le regard attentif du protagoniste. Dans le couloir, elle appelle un certain Peta, lui demandant de saluer les invités présents. Peta ouvre alors une porte, curieux de savoir de qui il s'agit. Peta ouvre la porte et découvre il, le garde du corps, ce qui surprend par son nom jugé étrange. Malgré la remarque, il reste détendu et explique qu'il est habitué à ce genre de réaction. La jeune femme rappelle à Peta de ne pas être méchant avec les noms, tandis qu'il rassure en disant qu'un personne bizarre signifie simplement quelqu'un d'ordinaire. Le protagoniste tente de retourner la remarque sur le nom étrange en suggérant que bizarre pourrait être un compliment, voire plus flatteur que normal. Il plaisante en évoquant une menace paternelle. Si sa sœur ramène un garçon, ils devront l'éliminer ensemble. Peta, surpris, nie immédiatement toute relation amoureuse entre eux. Le protagoniste entre dans une taverne animée, saluant les habitués avec un sourire. Bien qu'il avoue ne pas pouvoir boire, malgré la récente perte de son père, la jeune serveuse affiche une joie communicative, illuminant la pièce autour d'elle. La jeune femme, impressionnée par la ténacité du protagoniste, l'interroge sur sa consommation d'alcool malgré sa mission. Elle insiste pour savoir s'il est vraiment en service et s'il protège bien Chaya. Le héros, un peu dépassé, tente de répondre avec sérieux, tandis qu'elle le taquine sur son manque de détermination. Le protagoniste interpelle Chaya avec urgence, lui demandant de se cacher derrière lui. Il murmure à l'oreille de la jeune femme que leurs ennemis sont arrivés. Une silhouette imposante fait alors irruption, prête à attaquer. Un homme imposant fait irruption dans la taverne, criant pour savoir où se trouve la fille de Ward. Les clients, surpris, se retournent vers lui, tandis que l'atmosphère devient soudainement tendue. Plusieurs regards se croisent, cherchant une réponse à cette question inquiétante. Le protagoniste saisit fermement la jeune femme pour la protéger. Malgré ses protestations indignées, elle s'insurge, refusant d'être utilisée comme bouclier, et clame haut et fort qu'elle est l'avenir de la jeunesse. Le héros, déterminé, lui ordonne de se taire et de gagner du temps pour leur fuite, affirmant que sa priorité est de la garder en sécurité. La tension monte alors que l'un d'eux propose d'utiliser la danse pour distraire les ennemis, insistant sur son jeune âge et son expérience.
la jeune femme tente de calmer les esprits, visiblement inquiète par cette idée, mais un autre protagoniste intervient fermement, demandant qu'on arrête les enfantillages pour se concentrer sur la situation. Un homme imposant, surnommé le serpent Iluluc, fait son entrée, dégageant une aura terrifiante. Le protagoniste ne peut s'empêcher de ressentir une peur palpable face à cette présence inquiétante. Malgré cela, l'homme calme les tensions en affirmant qu'ils n'ont qu'à parler à la jeune femme pour régler la situation. Le protagoniste est interpellé par Iluluc, qui le reconnaît comme un jeune membre de la famille Baudouin. Ce dernier lui demande s'il ne peut pas attendre la vente prochaine de la maison de la jeune femme pour rembourser la dette. Iluluc, avec un sourire énigmatique, semble prêt à révéler quelque chose d'important. Iluluc révèle que la maison de la jeune femme est déjà hypothéquée auprès d'un autre prêteur, ce qui surprend vivement le groupe. Il propose alors une autre solution, vendre un objet rare appelé « acier vert sombre » à la guilde pour effacer leur dette. Le protagoniste se remémore alors la mention de cet objet mystérieux par un ancien, tandis qu'Iluluc explique que Torque, le disciple du père du héros, a facilement révélé cette information. Une tension monte alors qu'un groupe d'hommes musclés s'avance, prêt à forcer la porte. Le protagoniste, caché avec la jeune femme, cherche désespérément une solution pour s'échapper. Face à cette menace, il lance un regard déterminé, prêt à affronter l'inconnu. Soudain, un homme puissant fait irruption en brisant la porte, surprenant tout le monde. Le groupe, choqué, se demande qui est cet intrus venu troubler la situation. Le protagoniste reste vigilant, prêt à réagir face à cette nouvelle menace. Un homme au charisme imposant affirme ne pas venir d'un endroit en particulier, mais il intervient malgré tout, jugeant les exigences du groupe totalement déraisonnables. Pendant ce temps, une femme taquine un jeune homme en lui rappelant que, contrairement à lui, cet homme est quelqu'un de respectable, ce qui le met visiblement mal à l'aise. Le jeune homme admet avec un soupir qu'il est un peu pourri à l'intérieur, malgré une apparence correcte. Notre héros remarque alors un homme aux cheveux rouges, semblant être un voyageur venu des Pays-Bas. Pendant ce temps, le bruit d'une bagarre éclate, et plusieurs personnes s'enfuient en criant de quitter les lieux au plus vite. Le mystérieux homme s'avance calmement vers le groupe, imposant par sa présence. Soudain, une bagarre éclate violemment, et il se défend avec une maîtrise impressionnante, mettant rapidement ses adversaires hors de combat. Notre héros se prépare, prêt à intervenir si nécessaire. Le mystérieux homme aux cheveux rouges fonce avec une puissance dévastatrice, balayant ses adversaires d'un coup puissant. Sa force impressionne et met rapidement fin à la bagarre. Les assaillants s'effondrent, sonnés et incapables de riposter. Le mystérieux homme lance un défi avec assurance, demandant s'ils en veulent encore. Une femme, visiblement impressionnée, ne peut s'empêcher d'exprimer son admiration. Face à cette démonstration de force, les assaillants, intimidés, décident de battre en retraite, tandis que notre héros exige qu'ils révèlent enfin le nom de leur adversaire. Le mystérieux homme se présente enfin, il s'appelle Eker et affirme qu'il n'a pas peur d'affronter quiconque. Pendant ce temps, notre héros s'assure que la jeune femme est en sécurité, ce à quoi elle répond avec gratitude. Après cet échange, Eker décide de partir, laissant derrière lui une atmosphère apaisée. La jeune femme, rougissante, propose timidement d'offrir un repas en guise de remerciement, ce qui déroute notre héros. Ce dernier, visiblement embarrassé, vacille en arrière sous le choc de cette invitation inattendue. Les témoins, intrigués, s'interrogent sur son état, certains pensant qu'il a peut-être trop bu. Notre héros, visiblement agacé, se fait repousser avec véhémence par la jeune femme qui lui ordonne de ne pas se mêler de leurs affaires. Malgré cette tension, il reste à leur côté, partageant un repas convivial où il découvre un peu plus la vraie nature de Rimrim. D'ordinaire, notre héros éviterait de se mêler à ce genre d'ennui. Pourtant, malgré ses bonnes intentions, il agit comme un idiot, affrontant seul des voyous sans aucune aide. Il semble inconscient du chaos qui règne réellement dans ce monde. Le protagoniste remarque un corps transporté sur une civière et émet l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une victime liée à une société de crédit. Intrigué, il s'interroge à voix haute, un randonneur. Pendant ce temps, un homme informe son supérieur qu'un corps a été retrouvé dans la rivière ce matin, amorçant une enquête. Il discute de l'affaire et s'accorde à dire que le groupe de Hill est probablement responsable, mais qu'arrêter les coupables serait inutile puisque la victime, un voyageur sans identité, ne suscitera aucune plainte. L'un d'eux exprime cyniquement que détourner le regard est naturel, car s'impliquer ne ferait qu'attirer des ennuis. Le protagoniste, pensif, conclut que c'est là la dure réalité du monde corrompu dans lequel ils vivent. Le protagoniste apprend que le corps retrouvé portait un tatouage inhabituel sur le ventre, avec une inscription demandant à être enterré. On lui explique que ce souhait a été respecté.
le défunt ayant été inhumé dans un cimetière à la périphérie de la ville, la conversation dévie ensuite sur Sia, la fille de Ward, qui est harcelée par le groupe de il est incapable de rembourser sa dette, sans solution facile en vue. Le protagoniste propose de trouver un moyen pour que Sia rembourse sa dette, on évoque une technique secrète, la Dark Green Steel, que Ward aurait cachée quelque part, si elle est retrouvée et vendue à la guilde, cela pourrait régler la dette de Sia. Un homme reconnaît l'acuité des instincts du protagoniste, qui accepte avec un léger sourire. Le protagoniste arrive chez Sia et la salue chaleureusement, il rappelle qu'il a accepté le rôle de garde du corps, ce qui rassure Sia, cette dernière, allongée sur le canapé, semble apaisée en sa présence. Sia, visiblement mal en point, supplie de baisser la voix à cause de son mal de tête, le protagoniste refuse catégoriquement de faire une garde de nuit, affirmant qu'il gardera Sia compagnie avec un verre à la main. Plus tard, il rassure Sia en lui demandant si rien d'étrange ne s'est passé la veille, ce à quoi elle répond que tout va bien. Le protagoniste apprend que Beta, le petit frère de Sia, s'entraîne pour devenir forgeron sous la tutelle d'un vieil ami de leur père. Malgré son désir d'éviter les ennuis, il ne peut se résoudre à laisser les frères et sœurs seuls face à leurs difficultés. Une opportunité se dessine avec la mystérieuse technique Dark Green Steel qui pourrait régler la dette de Sia s'ils parviennent à la retrouver et la vendre à la guilde. Un homme demande la permission de jeter un œil à l'atelier du père de Sia. On apprend que malgré leurs recherches minutieuses, y compris dans le cabinet à dossier à l'étage, ils n'ont trouvé aucune trace de la technique Dark Green Steel. Tout le reste dans l'atelier est resté intact depuis le décès du père. Le protagoniste remarque des rayures anciennes sur le sol, témoignant d'un événement passé. Malgré les remarques sur son côté protecteur, il refuse de laisser Sia seule. En explorant l'atelier, il découvre l'endroit où leur père gisait, face contre terre. Le protagoniste observe les 3 fenêtres hautes et étroites, impossible à franchir même pour un chat. Il se remémore que le père de Sia a été poignardé et tué par derrière. Sia, à genoux, murmure « Papa ». En silence, tandis que le groupe contemple l'atelier chargé de souvenirs douloureux. Sia avoue qu'après la mort de son père, elle s'est sentie complètement perdue et a même cherché de l'aide. Le protagoniste, sceptique, lui rappelle que les mystérieux habitants de la nuit sont en réalité une bande d'assassins, pas des héros justiciers. Leur conversation révèle la méfiance qui entoure ces figures énigmatiques. Le protagoniste rappelle à Sia que les habitants de la nuit ne sont pas des héros nobles, mais une bande d'assassins. Soudain, une jeune fille s'exclame qu'elle s'est salie en s'approchant du fourneau, ce qui provoque une réaction surprise et des reproches de la part des autres. Malgré les remontrances, elle se défend en assurant que ce n'était pas intentionnel. Le protagoniste remarque que le père de Sia était très méticuleux sur les détails, ce que confirme cette dernière. En observant l'atelier, il constate que les outils sont impeccablement rangés et propres, ce qui surprend la jeune fille. Seules quelques traces de saleté subsistent autour du fourneau et des fragments de portes cassées. Le protagoniste explique que son père était très pointilleux et suivait une routine stricte, notamment en mettant ses chaussures dans un ordre précis chaque jour. Sia remarque que même le chef le considérait comme un maniaque de la propreté, mais que son père travaillait seul lorsqu'il recherchait l'acier vert foncé. Le héros apprend que le jour de la mort de son père, Torque a accidentellement mélangé ses chaussures, ce qui a dû le perturber. Le protagoniste apprend que son père se fâchait souvent et avait puni Torque en le faisant désherber toute la journée. Pendant ce temps, il découvre que la maison, censée être en vente, est déjà hypothéquée, et que la dette contractée est inconnue. Il réalise aussi que le père de Sia a été tué dans une pièce inaccessible à quiconque, et que la technique de l'acier vert foncé est introuvable. Le héros, plongé dans ses réflexions, est soudain interrompu par une femme allongée qui le traite de pervers. Surpris, il lui demande qui elle accuse ainsi. Leur échange devient plus intense quand il s'approche brusquement d'elle, la déstabilisant totalement. Le héros met en garde en insistant pour que Sia ne soit jamais laissée seule avec quelqu'un en son absence. Sia, exaspérée, lui répond qu'elle est bien consciente de cela. Il annonce ensuite qu'il part pour la journée, tandis qu'elle réagit avec un soupir mêlé d'agacement. Le héros explique qu'il pourrait rentrer un peu tard demain et demande à Sia de faire attention. Elle lui demande alors s'il s'inquiète vraiment pour elle, ce à quoi il répond avec un sourire que cela fait partie de son travail. Une image mentale montre une version enfantine de lui-même, taquiné par une femme qui lui demande où était son grand frère. Sia avance dans le couloir, l'air un peu réservé. Une femme l'interpelle en remarquant qu'elle a une petite sœur, ce à quoi elle répond par un sourire en coin. La femme commente alors que la jeune fille semble avoir été élevée très strictement, suggérant que la sœur doit être la plus responsable, presque comme une inspiration inversée.
Sia se confie intérieurement sur son désir de devenir plus fiable pour Beta, malgré ses difficultés à accomplir beaucoup de choses. Quelqu'un l'interpelle doucement, appelant son nom. Une autre scène montre une femme entrant dans une pièce, affirmant qu'elle a besoin de quelque chose. Le quartier nocturne dégage une odeur nauséabonde qui rend malade. Ce qui est le plus insupportable, c'est la puanteur des personnes qui se sont vendues en esclavage pour de l'argent, une senteur particulièrement répugnante. Autour, des silhouettes misérables témoignent de cette réalité cruelle. Le protagoniste est submergé par l'odeur d'alcool et le maquillage lourd des femmes, sensation qui lui donne envie de vomir. Autour de lui, les visages désespérés de ceux qui ont laissé leur désir les détruire implorent presque la pitié. Cette vision et cette atmosphère le mettent profondément mal à l'aise. Notre héros se tient devant un bâtiment imposant, prêt à entamer une nouvelle étape. Un homme l'aborde, lui reprochant de ne pas avoir les moyens d'être ici. Le protagoniste répond calmement qu'il est venu voir M. Ilruk. Le protagoniste se présente avec assurance, demandant à voir M. Ilruk en précisant son origine. L'homme finit par céder et l'autorise à entrer. Alors que la porte s'ouvre, une voix reconnaît le courage du jeune homme à venir le voir en personne. L'homme installé confortablement avec deux femmes à ses côtés rappelle au protagoniste que la dernière fois, il avait presque l'air de vouloir s'immiscer dans ses affaires. Son sourire narquois trahit une certaine défiance mêlée à une curiosité calculée. L'homme explique qu'il a dû feindre un peu de résistance pour ne pas déplaire au chef. Il insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à s'immiscer, mais travaille simplement. Il aborde ensuite le sujet de Sia, tandis qu'un autre personnage exprime sa reconnaissance pour son travail. Une discussion plus sombre s'engage sur le sort des enfants orphelins dans la ville, rejetés et abandonnés. L'homme assis conseille au protagoniste de rester à sa place et de ne pas s'impliquer dans ce genre d'affaires, soulignant que dans Santogan, ce cycle ne s'arrête jamais. Notre héros répond calmement qu'il fait simplement son travail. Une voix mystérieuse commence à s'adresser à Ilruk, laissant présager une révélation. Le protagoniste annonce qu'il détient une piste concernant l'assassin du père de Sia. Cette révélation capte immédiatement l'attention des hommes présents, qui réagissent avec surprise et curiosité. Un homme au regard perçant interroge directement le protagoniste, insinuant un lien personnel avec la victime. Ce dernier reste calme, tandis que l'atmosphère devient lourde de sous-entendus. Le silence qui suit laisse présager une vérité troublante sur le passé. Le jeune maître Peter est en pleurs derrière la porte, visiblement bouleversé. Une femme s'inquiète et se précipite vers lui pour comprendre ce qui ne va pas. Torque, un homme imposant, semble mal à l'aise face à cette situation, tandis qu'une autre femme se demande s'il est le disciple du père de Sia. Peter, encore en larmes, est réconforté par une femme qui s'inquiète de ce qui s'est passé. Il explique que les collecteurs de dettes ont fait irruption là où ils s'entraînaient, causant beaucoup de troubles. Torque, visiblement agacé, confie que ces hommes deviennent de plus en plus audacieux, ayant même envahi son propre domicile la veille. Torque insiste pour gérer la situation lui-même et s'excuse auprès de la jeune femme. Lim, inquiète, refuse de laisser Peter seul. Sia, rassurante, demande à Lim d'emmener Peter au salon, affirmant que si c'est Torque, tout ira bien. Sia appelle Peter près d'elle, exprimant ses doutes mais aussi sa confiance envers lui. Pendant ce temps, une conversation révèle que la maison est déjà hypothéquée, une information que les collecteurs de dettes ont découverte récemment. La tension monte alors que les négociations pour la vente de la demeure avancent difficilement. Un homme propose à la jeune femme de vendre la méthode de fabrication de l'acier vert foncé pour apaiser la situation, mais il redoute la colère de son patron. Il met en garde que le jeune maître risque aussi d'être expulsé et que, sans action, elle pourrait finir par devoir se vendre comme esclave. La jeune femme, troublée, avoue ne pas savoir où se trouve cette méthode, tout en évoquant une promesse faite par son père à Peter. L'homme suggère cyniquement que, grâce à sa beauté, elle pourrait rembourser la dette facilement, mais il hésite à lui faire cette proposition. La jeune femme, bouleversée, réalise l'horreur de la situation et murmure, incrédule, l'idée de devenir esclave. La jeune femme réalise avec horreur que, même si la dette du jeune maître est effacée, elle risque d'être vendue comme esclave. Pire encore, Peter lui-même pourrait être vendu pour rembourser les dettes. Elle cherche désespérément une solution pour éviter ce destin tragique. Le jeune maître, couvert de blessures et enchaîné, supplie faiblement sa sœur aînée à l'aide. Bouleversée, elle réalise l'ampleur de la tragédie qui les frappe. Une douleur sourde envahit son cœur face à cette situation désespérée. Désemparée, elle se reproche de ne pas être d'une grande aide, mais se promet de devenir plus fiable pour Peter. Malgré la peur et le poids de la situation, elle décide de prendre en main la gestion de l'argent, déterminée à trouver une solution.
Son regard trahit une inquiétude profonde mêlée à une volonté farouche de protéger son frère. Au même moment, un jeune homme accuse Ilruk d'être lié au meurtrier du père de Sia. Ilruk, avec un sourire narquois, refuse de répondre directement, tandis que son interlocuteur, intrigué, lui demande d'expliquer son raisonnement. La tension monte alors que Ilruk esquive habilement la question. Ilruk, visiblement agacé, finit par accepter de parler malgré lui. Un homme l'interpelle fermement, lui ordonnant de se dépêcher. Pendant ce temps, un autre personnage calme la tension en déclarant que son but n'est pas d'arrêter le coupable, mais simplement de protéger Sia des créanciers. Le protagoniste commence à exposer les 4 problèmes qui touchent Sia, précisant qu'il connaît 3 d'entre eux, sauf l'emplacement de la méthode de fabrication de l'acier vert foncé. Il évoque d'abord le meurtre du père de Sia, survenu dans une pièce censée être inaccessible. Cette chambre était verrouillée, avec pour seule ouverture une petite fenêtre près du plafond, ce qui alimente les rumeurs d'une mort mystérieuse. Pourtant, il assure que la solution à cette énigme est en réalité assez simple. Le protagoniste explique que, sauf événement majeur, le père de Sia, connu pour son anxiété, répétait les mêmes gestes chaque jour. Il évoque un temps d'attente obligatoire lors du travail du métal au four, où l'homme se serait simplement appuyé contre un mur, peut-être en fumant une cigarette. Cette hypothèse soulève une nouvelle interrogation chez ses interlocuteurs. Le protagoniste avance que si quelqu'un connaissait la routine du père de Sia, il aurait pu percer un petit trou dans le mur à l'endroit où son cou se trouvait pour le poignarder discrètement. Il précise que cette personne devait bien connaître ses habitudes, notamment le fait qu'il s'appuyait toujours contre ce mur en fumant. Il ajoute que, bien qu'il travaillait seul sur l'acier vert foncé, il partageait l'atelier avec Torque pour le reste, ce qui implique une bonne connaissance des gestes du père de Sia. Le protagoniste révèle que Torque, le disciple du père de Sia, avait été expulsé de l'atelier le jour même du meurtre pour une raison futile. Il précise que Torque était chargé de désherber le jardin, situé de l'autre côté de l'atelier, ce qui le plaçait en position idéale pour commettre le crime. Cette information suggère que tout avait été minutieusement planifié. Le protagoniste confirme que le coupable est bien Torque, mais révèle que les malheurs de Sia ne s'arrêtent pas là. Il explique que la collecte de dettes, bien que faisant partie du travail, ne semble pas justifiée puisque les comptes, méticuleusement tenus par le père de Sia, ne montrent aucune dette. Le protagoniste dévoile que Torque a mis en garantie la maison qu'il devait vendre, manipulant ainsi la situation. Il explique que ce disciple, animé par la rancune, s'allie à des collecteurs de dettes pour inventer une dette inexistante et forcer Sia à perdre sa maison. Pire encore, il tente de vendre le secret de la méthode de fabrication de l'acier vert foncé, la ressource la plus précieuse. Le protagoniste affiche un sourire confiant en défiant ses interlocuteurs. Ceux-ci, intrigués, lui demandent quel est exactement son but après ces longues explications. Il avoue alors vouloir profiter de la situation pour s'immiscer dans cette affaire, espérant tirer profit de la fortune liée à la maison de Sia. Le protagoniste révèle que Torque n'a encore rapporté aucun argent, ce qui retarde le paiement des collecteurs. L'un d'eux avoue avoir envisagé d'offrir Sia en esclave comme récompense, mais la cupidité de Torque a compliqué les choses. Notre héros comprend alors que leur plan est d'asservir Sia, ce qui confirme la gravité de la situation. Un homme au sourire narquois propose une offre dérisoire, évoquant à peine le prix pour traverser la rivière des soupirs. Soudain, une lame se pointe dangereusement près du cou du protagoniste, créant une tension palpable. Ce dernier se retrouve piégé, incapable de fuir dans cette ruelle étroite. Le protagoniste réalise avec surprise que ses ennemis sont arrivés bien plus vite qu'il ne l'avait anticipé, le laissant sans souffle. Derrière lui, un homme brandit un poignard avec un sourire cruel, prêt à frapper. Ce dernier déclare qu'il va au moins montrer un peu de sympathie avant d'agir. Dans une cour isolée, une jeune femme en robe semble mal à l'aise face à un homme dont le visage est caché, tandis que le silence est ponctué par le chant des oiseaux. Elle baisse les yeux, visiblement inquiète. L'homme pose alors un doigt sur la table, prêt à lui faire une remarque. Mais elle tente de calmer la situation en promettant de ne rien dire de négatif. 2 silhouettes encapuchonnées confrontent une jeune femme assise, lui demandant si elle comprend vraiment où elle se trouve et qui elle est. Cette dernière, visiblement troublée, s'interroge sur sa propre valeur, tandis que l'un des hommes insiste pour qu'elle reconsidère sa position. Malgré la pression, elle affirme timidement qu'elle saisit la situation. Le protagoniste réalise qu'il se trouve dans une maison de commerce d'esclaves, dirigée par une femme influente nommée Madame Kurikara. En prononçant ces mots, elle prend pleinement conscience de la gravité de sa situation. Elle comprend alors qu'à partir de maintenant, elle devra devenir une esclave. Le protagoniste, confronté à la dure réalité de sa situation,
affirme avec détermination qu'elle comprend pleinement le poids de la vie et de la mort que détiennent ses maîtres. Elle se prépare à accepter son destin, prête à se sacrifier pour l'avenir de son frère. Son regard trahit à la fois la peur et la résolution profonde qui l'anime. Le protagoniste est enchaîné, subissant les menaces d'un homme qui lui décrit l'horreur de son avenir possible. Il lui explique que son corps pourrait être maltraité, voire qu'elle pourrait être tuée sans raison, soulignant la cruauté extrême qui l'attend. Malgré tout, elle reste silencieuse, confrontée à la dure réalité de son destin. Le protagoniste admet qu'il existe des personnes qui seraient attristées par son sort, serrant les poings avec émotion. Son regard se perd dans des souvenirs où d'autres semblent profondément affectés par sa situation. Malgré cette pensée, une détermination nouvelle commence à poindre en elle. Elle exprime son souhait que son frère trouve le bonheur. Malgré les épreuves à venir, une présence mystérieuse se prépare à agir, et elle donne l'ordre de préparer un contrat, marquant un tournant décisif dans son destin. Le protagoniste lui présente un contrat, lui expliquant que si elle le signe, elle cessera d'être humaine pour devenir un simple produit. Il lui offre une dernière chance de faire demi-tour, tandis qu'elle réalise l'ampleur de la décision qui l'attend. Le protagoniste lui promet solennellement que si elle signe ce contrat, l'argent sera bien remis à son frère. Il l'avertit aussi qu'elle cessera alors d'être humaine, insistant sur la gravité de cet engagement. Son serment, prononcé avec détermination, scelle l'importance de cette décision cruciale. Le protagoniste décrit sans détour les conséquences du contrat, une soumission totale, même aux ordres les plus humiliants ou mortels. Malgré cette réalité effrayante, elle affirme calmement avoir déjà pris sa décision. Son regard déterminé et son remerciement silencieux scellent son choix irrévocable.